il y a une chaîne de solidarité dans le monde entier. Tout le monde se lève. Mais je suis désolée, comme on le dit en Pulaar, voilà pourquoi on n'arrive pas à trouver où appuyer le frein. Alors ça dit, et on va y arriver parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Et à toutes celles qui sont présentes, merci de rentrer et de faire la restitution. Dites à vos jeunes sœurs, à vos mamans et vos tantines qu'il faut parler, il faut dénoncer. Il y a des cas aujourd'hui dans les différents foyers. Il y a des cas aujourd'hui, si toutefois on parlait toutes, la justice aurait beaucoup de cas à gérer. Soyez-en certains. Donc, on va partir. C'est pourquoi nous appelons nos panélistes sur le podium. On a Madame Thierno Fatoumata qui va représenter la société civile dans la région de la Baie. On a également Monsieur Mathieu Haba de la police. On a également Dr Mamadou Aliou Baldé, médecin légiste. Et aussi le substitut du procureur, Monsieur Moussa Kamara, qui est accompagné de Maître Mariama Alpha Diallo. Et la thématique, c'est briser le cycle de l'impunité des violences basées sur le genre. Échange avec les participants. Par rapport aux différentes violences basées sur le genre, et qu'est-ce que le législateur guinéen pense par rapport à cela? Vous savez que les violences basées sur le genre, ce sont en quelque sorte des traitements inhumains et dégradants infligés à une personne en tenant compte de son sexe ou bien de son genre. Alors, le législateur guinéen, dans son arsenal répressif, il a prévu beaucoup de choses pour protéger et pour réprimer ces genres de situations. Quand nous prenons les VBG, il y a beaucoup de séquences. Il y a les violences physiques, parmi lesquelles on peut parler des coups et blessures. Il y a les violences sexuelles, où on peut parler du cas de viol. Il y a les violences psychologiques, on va parler d'harcèlement et autres là. Mais quand vous prenez aujourd'hui les coups et blessures volontaires et des violences volontaires, ces faits sont prévus, définis et punis par les articles 239 et 240 du Code pénal. Quand vous prenez le viol est un comportement prévu, défini et puni par les dispositions de l'article 268, et le législateur est même parti très loin concernant les enfants. Lorsque les actes de viol sont commis sur la personne d'un enfant, le législateur dans le code de l'enfant est parti très loin. Il a endurci la peine et il a dit qu'il n'y a pas de prescription en la matière. C'est quoi la prescription? C'est un délai au terme duquel l'infraction commise, si elle n'a pas été poursuivie, cette infraction disparaît de la scène pénale. Alors le viol est une infraction criminelle. La prescription c'est 10 ans. Si au-delà de 10 ans, aucun acte de poursuite n'a été posé, ce viol disparaît de la scène pénale. La conséquence c'est quoi? On ne peut plus poursuivre l'auteur. Alors, lorsque les faits de viol sont commis sur un enfant, le législateur dit que ça c'est imprescriptible. Tant que le bourreau vit, on peut le poursuivre, même si c'est 50 ans, 100 ans après. Tout ça c'est une manière de protéger les enfants et protéger les filles. Donc, cet état de fait est prévu par les dispositions des articles 818 et 819 du Code de l'enfant. Et au-delà de tout ça, il y a d'autres actes tels que le mariage forcé et le mariage précoce. Ces deux faits également constituent des infractions à la loi pénale à la République de Guinée et ils sont prévus par les articles 318 et 319 du Code pénal. Également, il y a les mutilations génitales féminines qui constituent aujourd'hui une infraction à la loi pénale prévue par les dispositions de l'article 258 du Code pénal guinéen. Et tout ça, c'est pour vous dire que le législateur guinéen a prévu beaucoup d'outils, beaucoup de moyens juridiques pour protéger les femmes et les enfants. Mais le problème ne se trouve pas à ce niveau. Pour répondre à la question en fait, madame, le problème et les obstacles dont il s'agit se trouvent ailleurs. Je suis là avec ma collaboratrice, Maître Mariam, qui est greffière. Quand nous montons à l'audience, c'est elle qui tient la plume pour nous.
une tâche qu'elle accomplit très bien. Mais souvent, nous sommes confrontés au problème de preuve. Le premier obstacle, c'est la preuve. Vous savez, les faits de BBG se passent souvent entre 4 murs, où il n'y a que le bourreau et la victime. Et après les faits, la victime prend du temps avant d'aller à l'hôpital, avant de venir voir les autorités compétentes. Et tant que la victime prend du temps, la preuve disparaît. Tant qu'elle prend du temps, la preuve disparaît. Et une fois devant les autorités judiciaires, vous savez, le juge, pour condamner quelqu'un, il doit être convaincu. Et pour qu'il soit convaincu, il faut des moyens de preuve. Si ces moyens de preuve-là n'existent pas, nous, autorités de poursuite, nous ne pouvons pas engager des poursuites, ou même si nous engageons des poursuites, nous aurons des difficultés de défendre le dossier. Donc le premier obstacle, c'est cela, le problème de preuve. Deuxième obstacle, il y a le problème de spécialisation et le problème de formation. Les acteurs qui interviennent sur la scène pénale pour sanctionner ces dossiers, le plus souvent, ce ne sont pas des gens qui ont une formation appropriée. L'OPJ qui reçoit la procédure, souvent, il ne demande pas à la victime d'aller voir un médecin. Et souvent, même si la victime va voir un médecin, il y a des moyens, tous les moyens nécessaires ne sont pas remis. Et donc, il y a le problème de formation et de spécialisation. Les magistrats qui sont là ne sont pas spécialisés dans ce domaine exclusivement. Les OPJ qui interviennent ne sont pas spécialistes en la matière. Donc ça, c'est un deuxième obstacle. Troisième obstacle, il y a les familles. Parce que quand ces faits-là se produisent dans une famille, le responsable de la famille intervient, les sages interviennent pour ne pas que l'affaire arrive à la justice. Et le temps que ça va prendre là-bas, la preuve va continuer à disparaître. Si entre-temps, la victime ne trouve pas satisfaction ou sous le bourreau revient à la charge, c'est enfin que la victime décide de venir vers la justice. Donc il y a ce problème-là aussi. Mais aussi il y a la lanterne. La procédure judiciaire prend du temps. La justice, ce n'est pas du tic au tac. Et il faut que le juge qui siège soit convaincu. Le magistrat, le procureur qui doit poursuivre, il faut qu'il soit convaincu. Tout cela, ça prend du temps. Et quand les gens arrivent à la justice aujourd'hui, ils viennent le matin, ils veulent avoir le résultat le soir. Et la justice ne fonctionne pas comme ça. Donc ça aussi, ça décourage les gens. Donc voici entre autres les obstacles que nous pouvons citer. On va partir avec la société civile. Et voilà donc Madame Thierno Fatoumata. Quel rôle joue la société civile dans la prévention et la lutte contre les VBG? Merci beaucoup. Je vais saluer l'Assemblée qui est là. Nous, en tant que société civile, le rôle que nous jouons, c'est le rôle le plus crucial parce que nous sommes plus proches de la communauté. Donc, entre autres, ce que nous faisons dans la lutte contre les violences basées sur le genre, nous essayons de mener des actions de prévention, c'est-à-dire nous menons des sensibilisations auprès de la communauté, dans nos familles, dans nos écoles, dans les marches, sur les lieux publics même. Donc, à côté de cela aussi, à côté de ces sensibilisations, nous essayons d'accompagner les survivantes de violences basées sur le genre. Parce qu'on essaie de faire des préventions, mais on ne peut pas aussi protéger tous. Il y a des effets qui sont victimes. Mais quand il y a une survivante de violences basées sur le genre, nous essayons de l'accompagner au niveau de la prise en charge holistique, au niveau de la dénonciation, au niveau de la gendarmerie ou bien de l'OPROGEM. Nous suivons le dossier, nous accompagnons la victime jusqu'à l'hôpital. Nous pouvons rester avec une victime pendant toute une journée à l'hôpital régional de l'Abbé parce que nous sommes convaincus qu'on peut y arriver et il nous faut être à côté de la victime. Voici le rôle que nous jouons au niveau de l'hôpital régional. Après cela, nous continuons toujours à suivre le dossier. Nous ne nous arrêtons pas là-bas. Nous revenons à la gendarmerie avec ce que nous avons reçu au niveau de l'hôpital régional. Nous poursuivons le cas jusqu'à la justice. Parfois même, le procureur essaie de nous
impliquer lors des auditions de la victime, parce que si la victime est issue d'une famille vraiment pauvre, il n'a pas eu de soutien de sa famille. Donc nous, société civile, on est obligé d'être aux côtés de cette victime pour la rassurer, pour la montrer qu'elle n'est pas seule et ce qu'elle est en train de faire, c'est de se rendre justice, donc de ne pas se retourner. À côté de cela aussi, nous essayons de mener des plaidoyers au niveau des autorités. Les autorités de la paix savent chaque jour, chaque semaine, nous sommes dans leur bureau. Peut-être la chef de cabinet du gouvernement le sait, le secrétaire général de la préfecture le sait, l'inspectrice et le directeur préfectoral de la promotion féminine le savent. Nous sommes toujours à côté d'eux pour leur demander soutien, pour leur dire que nous sommes à côté d'eux, que nous ne travaillerons pas sans eux. À côté de tout cela aussi, il y a de ces activités que nous faisons. Nous avons trouvé que parfois, si vraiment les violences sont là, c'est parce qu'il y a de ces familles qui sont très pauvres, il y a la pauvreté qui est là. Nous essayons de mener des actions pour accompagner certaines familles de victimes ou bien certaines familles qui peuvent être des potentielles victimes à faire des activités génératrices de revenus. Voici en gros à résumer quelques actions, quelques rôles que nous essayons de jouer pour prévenir et protéger les violences basées sur le genre dans la région de la ville. Merci beaucoup. Elle le disait en résumé, c'est de créer des activités génératrices de revenus, dénoncer, accompagner, appuyer, aussi entre autres termes qu'elle a cités dans ses propos. Nous vous disons merci, Madame Fatoumata. On va partir avec la police. Monsieur Haba, le micro s'il vous plaît. Je m'en vais vous demander, Monsieur Haba, quelles sont les difficultés rencontrées par les forces de sécurité dans la prise en charge et l'enquête des cas de VBG dans la région administrative de la ville. Je dis bonjour, mesdames et messieurs. Bonne fête à nos femmes. Nous sommes derrière vous, partout où vous êtes. Merci beaucoup. Si vous avez suivi mon prédécesseur, le magistrat, il a en grande partie abordé les sujets concernant les difficultés. En fait, les difficultés dont il s'agit, ce sont des obstacles. Ces obstacles sont à la fois institutionnels, sociaux, juridiques, logistiques, que nous pouvons préciser comme suit. En petit 1, nous avons l'insuffisance des ressources qui se manifestent par le manque du personnel qualifié, le faible accès aux moyens de transport pour intervenir rapidement. En petit 2, nous avons le manque de formation spécialisée. Vous allez remarquer une victime qui vient devant un service qui, dans son esprit, venait pour être soulagé. Mais par manque de spécialistes, il vient, lors des interrogatoires, il répond à certaines questions. Tu as quitté où? Tu étais où? À quelle heure tu es venu? Par hasard, la personne répond, je suis venu à 22h, à 23h. Le chargé qui était appelé à le soulager crie sur lui. À 23h, tu étais dehors. Il y a aussi la non-maîtrise de la procédure. C'est ce que mon collègue venait de dire. Il y a la pression sociale et culturelle. Ces pressions donc créent des tabous autour des victimes sexuelles et conjugales. La pression familiale et communale pour régler à l'amiable. Il y a la stigmatisation des victimes qui se découragent de porter plainte. Il y a en petit 4, il y a la faible collaboration des institutions institutionnelles. La prise en charge n'est pas question d'un individu, mais une question de coordination. Cette prise en charge nécessite une coordination entre police, justice, santé et services sociaux. Il y a le manque de communication, l'absence de mécanismes clairs de référencement. En petit 5, vous avez les cadres juridiques parfois insuffisantes ou mal expliquées. Il y a la lenteur dans la procédure judiciaire. Les lois existantes, peu connues ou mal mises en œuvre. En 6, nous avons des sous-déclarations de cas dus soit par peur de représailles,
manque de confiance envers nous, les forces de sécurité. La dépendance économique vis-à-vis des agresseurs. En petit 7, nous avons la gestion des preuves. La difficulté à conserver la scène de preuves. La curiosité de certaines personnes font que quand il y a commission d'une infraction, avant que les spécialistes arrivent sur le terrain, les traces n'existent plus. Ça permet d'effacer les preuves. À la justice, on en a marre. On a marre de trouver les preuves. Ces difficultés réduisent l'efficacité de la prise en charge des victimes et des enquêtes et peuvent décourager les victimes de rechercher la justice. Merci. Merci beaucoup. En parlant de découragement, je ne sais pas si vous l'avez bien écouté, il y a une partie très importante. Il y a Dola, la Harga, la Yenna, la Kulja, Yaha, Kaouli, Totodaron. Il y a 23h, il y a Timé Foti, et Doli. Doyo Vide Combo et Hongo Dolo, moi, il y a compris à 23h. Ça te décourage, tu te retractes. Parce que quand on n'écoute pas, on ne va pas comprendre. Écoutons, voilà ce qu'il cite comme préoccupation, difficulté qu'il rencontre ou à la spécialisation. À la jannabe, eltabe fi wondema, si goɗɗo doolama, o waɗama ko hanaɗo waɗede tentini sonnaɗo ma hanaɗo wiwede bobo ma jikkunade na ya wikkitomo taw waɗi ɓannumo hollama ko onon taw ko waɗi la mettre en sécurité. Et si c'est pas fait, ouais wasa yehi yange goɗɗo haɓi ara, ça c'est banal en fait. Mo tanginiɗa ñaawa yakkude mon hewta tun taw hippa koppo e hoorema adoya wiɗitade ko noni. C'est important ce qu'ils disent. Heureusement que l'État est représenté dans cette salle. On a le gouvernorat, on a la préfecture, on a également la commune. Merci de faire de telle sorte que l'État au plus haut sommet apprenne ce que nos agents ont comme difficulté au niveau de la région administrative de la ville. Je le disais tantôt, ces cas ne sont plus isolés. Les chaînes sont plus importantes, plus longues et larges. Que maintenant, quand il y a un cas à la baie, ceux de Zérekoré vont dormir avec ces informations. C'est important. Qu'il n'y ait pas de rétention, s'il vous plaît. On va partir avec le médecin légiste, Monsieur Baldé. Merci d'être venu. Quel rôle joue le personnel de santé dans la prise en charge holistique des survivantes des VBG, Monsieur Baldé? Bien, merci Madame la modératrice. Alors, avant de passer, je vais dire bonjour à Monsieur le directeur de l'hôpital régional de la baie ici présent, qui, à travers son leadership éclairé, l'hôpital régional de la baie aujourd'hui est un hôpital de référence. Alors, dans la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre, le personnel médical, je vais dire le médecin, est indispensable. Et le plus souvent, je pense qu'il est le premier à être en contact avec la victime. Parce que c'est lui qui apporte les soins. C'est-à-dire, il apporte les soins à la victime. C'est lui aussi, il apporte un soutien psychologique très important, surtout côté psychologique. Parce que les victimes, déjà des victimes, donc il faut un soutien psychologique. Et aussi, il y a la documentation à travers avec la justice, indispensable pour la justice de poursuivre le dossier. Et aussi, il y a l'orientation vers les services sociaux. Il y a beaucoup de victimes qui arrivent à l'hôpital sans connaissance de ces services, je veux dire ONG et autres. Et à travers les relations que nous avons avec ces ONG, nous les appelons pour qu'ils puissent vraiment suivre et aider ces victimes dans la procédure. Donc, au-delà de l'apport des soins, d'apporter des soins à la victime, le personnel médical ou le médecin est un élément essentiel dans la protection, dans l'accompagnement et surtout dans la protection, vous devez dire, pour la lutte contre l'impunité. Parce que quand on prend déjà une bonne prise en charge de ces victimes, peut être déjà le début d'une guérison.
et aussi le début de la justice. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, au niveau de la police, et le substitut en parlait tout à l'heure, quand il y a l'absence de preuves, je ne dirais pas qu'ils ne pourront plus, mais il serait très difficile, pour ne pas être impossible, de trouver des solutions. Donc, quand des cas pareils arrivent, la première des choses, c'est de bien tenir, bien garder soigneusement les preuves. Si c'est des on va revenir avec la police. On va donc aller avec cette question. Comment améliorer la confiance entre les communautés et les forces de sécurité pour encourager la dénonciation des cas? Je disais, après ces difficultés dont nous avons parlé, ici, il y avait une certaine confiance, bien que ces confiances n'étaient pas de taille. Maintenant, il est question d'améliorer ces confiances. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ces confiances-là soient de qualité? Il faut alors renforcer la formation et la compétence des agents. Former les agents à l'écoute active et aux droits humains. L'écoute active n'est pas donnée à tout le monde, c'est de façon professionnelle, c'est ce qu'on venait de dire. Quand il y a une situation, orienter les victimes devant les personnes qui ont acquis les formations. Ce n'est pas devant n'importe qui. Sinon, le dossier peut ne pas être bien traité comme il se doit. Développer des compétences spécifiques, il y a l'accueil de la victime et la confidentialité. Sanctionner les comportements abusifs. Il faut mettre en place une police de proximité. Et comment va fonctionner cette police de proximité? Il faut organiser des rencontres régulières avec les communautés, impliquer les leaders locaux. En petit 3, il faut garantir la confidentialité et la protection des victimes, assurer l'anonymat des victimes si nécessaire, créer des espaces sûrs pour accueillir les plaintes, améliorer l'accessibilité des services, installer des postes de police, mettre en place des numéros verts aux plateformes de signalement, faciliter les démarches administratives, sensibiliser la population par des campagnes de formation sur les droits et les procédures, lutter contre les tabous et la stigmatisation, faire la promotion de la culture de dénonciation des victimes, renforcer la transparence et la redevabilité, informer régulièrement sur les actions menées et les résultats, mettre en place un mécanisme de plainte contre les abus policiers, publier des rapports ou statistiques, améliorer la collaboration institutionnelle, coordination entre police, justice, santé et ONG, suivi des dossiers pour éviter l'abandon des victimes, recruter des profils diversifiés, intégrer davantage de femmes dans les forces de sécurité, former des agents spécialisés, assistants sociaux, psychologues. La confiance se construit dans le temps, à travers les actes. Recruter davantage des femmes dans les forces de défense et de sécurité, voilà ce que j'ai retenu. Merci. Et en 1 minute, nous sommes presque dans le temps, pour permettre à Monsieur le Gouverneur de nous faire parvenir son discours. Je m'en vais vers les magistrats, les premièrement s'il vous plaît. Comment le système judiciaire peut-il être renforcé pour garantir des poursuites effectives et des sanctions du SIA? Alors, avant d'aborder rapidement la question, si tu me permets, je salue la nomenclature des acteurs qui composent ce panel, parce que les organisateurs, en convoquant cette assemblée, ont voulu que chaque acteur porte un regard croisé sur la question du VBG, qui est une actualité et une question cruciale à nos jours.
Donc, avant d'abord de venir à cette question, je voudrais ajouter les moyens. Le médecin légiste, il a parlé des obstacles, mais je voudrais dire qu'il y a les moyens qui manquent parce que, surtout quand on parle de l'infraction la plus récurrente au Fouta, qui est le viol, c'est très difficile de faire le lien entre le prévenu et l'accusé. Si nous disposons de moyens suffisants, nous pouvons par exemple prélever la substance du prévenu présent pour faire le lien. Donc, la preuve, il y a la preuve, il y a les moyens, il y a aussi le manque d'information. Parce que même dans les différentes interventions de nos slameuses, vous comprendrez qu'en matière d'héritage, on dit par exemple que la femme n'hérite pas. Ce n'est pas le cas. Donc, je dis, il y a un des obstacles aussi qui est le manque d'information. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer? C'est vrai qu'il faut trouver une justice de proximité. Même la justice dans les différentes grandes villes, nous avons des difficultés. Mais pour celles qui sont dans les zones reculées, si nous ne pouvons pas avoir une justice de proximité, c'est d'outiller davantage, par exemple, nos OPJ, faire de telle sorte que nos OPJ soient représentés en milieu rural pour que les procédures soient déférées et que ceux-ci les fassent parvenir dans les tribunaux d'instance ou de justice de paix. Ça, c'est un. Et les moyens financiers pour outiller davantage nos médecins légistes. Parce que c'est à la base du document, du rapport médico-légal, parfois, que le juge se prononce. Et maintenant, si lui ne dispose pas de moyens suffisants pour éclairer le magistrat qui n'est pas spécialiste à la matière, vous comprendrez que ça ne serait pas aisé de prouver l'infraction. Et la sensibilisation, c'est vrai que les ONG sont en train d'œuvrer et de s'activer davantage, mais il faut qu'elles redoublent d'efforts à sensibiliser davantage, que les familles acceptent de ne pas régler les problèmes à l'interne. Parce que nous assistons à la recrudescence de ces violences basées sur le genre. Autant que c'est d'actualité, autant que c'est financé. Mais c'est récurrent. Donc moi je crois qu'il faut trouver des solutions en amont. Parce que la balle il est là, le financement il est là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver davantage qu'est-ce qui est à la base de la recrudescence de l'utilisation des stupéfiants. Il faut régler sur ce pan aussi. Pour renchérir ce que vient de dire Maître Mariam, je vais aller sur la formation. Il faudrait renforcer la formation des acteurs qui interviennent sur la scène pénale. Lorsque ces cas de VBG se posent, celui qui intervient doit avoir une formation appropriée. Et il faut qu'il y ait des formations de spécialisation, que ce soit des spécialistes qui interviennent pour poser des actes. Parce que le plus souvent, les actes qui interviennent posent des actes que nous, procureurs, ne pouvons pas défendre à la barre. Nous avons cette difficulté-là. Donc au-delà de ça, il faut créer une juridiction spécialisée. Vous savez, en matière commerciale, il y a eu beaucoup de difficultés, notamment lorsqu'il s'agissait de la saisine de la justice. Mais le législateur, à un moment donné, a institué une juridiction spécialisée en matière commerciale. Et je pense que s'il y a une juridiction spécialisée pour les cas de VBG, et ça peut apporter beaucoup d'améliorations. Donc, il faudrait encadrer aussi ces règlements à l'amiable. Lorsque les familles se retrouvent pour régler ces genres de situation, c'est un problème qu'on est en train d'endormir. Tôt ou tard, ça va jaillir encore. Donc, il ne faudrait pas que ces règlements à l'amiable soient un obstacle à la saisine de la justice. Au-delà de ça, je vais revenir sur les moyens, parce que les médecins sur lesquels nous nous appuyons ne sont pas des magiciens, ce sont des scientifiques. Ils ont besoin des données scientifiques, ils ont besoin des outils scientifiques. Si nous prenons aujourd'hui les cas de viol,
nous avons toutes les difficultés à convaincre le juge à l'audience, toutes les difficultés. Comment relier l'acte subi à la personne qui comparaît devant le tribunal? Nous avons cette difficulté. Nous pensions que c'est la médecine légale qui peut nous aider. Mais si cette médecine légale elle-même n'est pas en possession des derniers outils de la révolution scientifique, je pense qu'il y a des difficultés à ce niveau. Sinon, dans les pays qui sont un peu en avance, ce problème ne se pose plus. On fait juste un prélèvement de sperme, on compare avec le sperme de celui qui comparait devant le tribunal, ce qu'on appelle le test ADN, et le résultat est là, on ne peut pas contester cela. Le tribunal de Dixie en a expérimenté une fois, mais il a fallu que ce qui a été prélevé parte jusqu'en Allemagne. Et ça a pris beaucoup de temps, ça a demandé beaucoup de moyens. Et nous sommes convaincus que si tous les moyens sont là, la justice peut bien faire son travail. Et ces médecins sur lesquels nous nous reposons n'auront pas assez de difficultés. Ce qu'ils vont dresser comme rapport médico-légal sera quelque chose de limpide. Parce que nous les comprenons. Nous savons que ce ne sont pas des magiciens. Ils ne peuvent pas inventer les faits. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate. Ils ont l'obligation de restituer ce qu'ils ont vu. Et même si parfois nous voulons qu'ils partent au-delà de ça, mais nous comprenons, nous sommes des humains et nous sommes des mortels. On ne doit pas inventer des choses. Moi, procureur à la barre, je ne vais pas demander à un juge de prononcer une peine que lorsque je suis à sa place, je ne vais pas prononcer, je ne le ferai pas. Et quand je suis convaincu que moi, en tant que juge, je vais prononcer une peine de 10 ans, que je demande au juge de condamner quelqu'un à 10 ans. Donc, entre autres, nous avons ces difficultés-là. Et si les acteurs, les maillons forts de la chaîne peuvent nous aider à avoir ces moyens, je pense que ça peut nous aider. Merci. Merci à M. Baldé, merci à M. Camara, merci à Mme Maria Magrifière, merci à notre agent de sécurité, M. Haba, et à la représentante de la société civile, Mme Kerma Fatoumata, et à vous, chaleureux public, pour l'attente, mais aussi pour cette oreille attentive que vous nous avez prêtée. On va donc, si vous avez des questions, nous vous écoutons. Au cas contraire, on va clore pour permettre au directeur du cabinet de nous faire parvenir son discours, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on va clore, disons, le panel avec cette citation d'Albert Einstein qui disait que le monde ne va pas se détruire avec les gens qui font le mal, mais le monde va se détruire avec les gens qui regardent et gardent le silence. C'est hyper important. Aïdi Modjoma Modola, Yagama Dola, Makena Madola Mokasou, Fanka Bude, Kimbiweta Yaka Lepo Wasijama Sampangala. Yagama Bonana, Lori Mokaku Bonana. Parce que elle, au moins, quand on ronca ou, il y a un saoul, il y a un cassacada. Il y en a, il y a